nous allons avoir toute une journée de rencontres. Puis ce soir, il y aura une présentation masterclass avec avec Mugel, l'ingénieur du son de The Sorcerer de William Friedkin, qui est donc c'est le salaire de la peur revu et corrigé par lui. Voilà, et donc on aura la projection après de la version remasterisée. Voilà. Bonne journée, et je passe la parole à Anne Bourgeois. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être arrivé déjà assez tôt en ces jours pluvieux. On est absolument en effet ravis de vous accueillir pour cette journée qui va s'annoncer extrêmement studieuse, puisqu'on va commencer maintenant par une présentation avec Damien Pacelleri de la French Touch. Nous allons aussi évoquer le livre. Voilà. Donc, et ensuite, nous débuterons par 2 tables rondes du matin. Il y aura une coupure de 2 heures entre 12h25 et 14h30 pour reprendre avec 2 tables rondes de l'après-midi, un cocktail, parce que quand même pour que vous teniez le coup toute la journée, et vous restiez avec nous ensuite pour la masterclass en effet de Jean-Paul Mugel et la projection de Sorcerer. Alors, l'industrie du rêve fait partie d'un conglomérat, on va dire, qui s'appelle le Paris Image Trade Show. Donc, nous venons juste après le salon des tournages qui s'est tenu à la Villette hier et avant-hier. Et comme vous avez pu remarquer, pour le public qui nous suit ou ceux qui nous soutiennent, nous avons depuis 5 ans initié un cycle autour des pays invités. Or, cette année, nous avons décidé de faire cette journée entièrement sur la French Touch dans le monde. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être rapide, puisque après je passerai la parole à Damien qui fera quelques commentaires sur les chiffres qu'on a au jour d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la French Touch? Donc, le pays invité cette année pour le pitch, c'est les États-Unis. La French Touch, on nous a demandé pourquoi. C'est parce qu'en effet, nous avons des talents qui s'exportent à l'international, et notamment la collaboration la plus fréquente était évidemment avec les États-Unis, même si l'Asie et l'Inde nous sollicitent de plus en plus. Alors, définir la French Touch, c'est pas évident. On a essayé de le faire. Donc, je vais vous en donner quelques 3-4, disons, définitions. Moi, on dira qu'en réfléchissant, c'est déjà la French Touch, c'est tout à la fois notre histoire centenaire. On a quand même créé le cinéma en France, il ne faut pas l'oublier, les frères Lumière. Et donc, nous n'avons pas cessé d'être la terre nourricière du 7e art depuis 1895. Alors, c'est vrai qu'on a un rôle unique au monde qui mêle notre créativité, notre technicité. Et on peut remarquer au jour d'aujourd'hui que notre cinéma, c'est un acteur majeur dans le rayonnement culturel de la France et que ça fait partie de son identité. En effet, lorsqu'on parle aux spectateurs étrangers, aux stars d'Hollywood, aux réalisateurs du monde entier, même à la presse internationale, la France, c'est synonyme de caractéristiques positives et qualitatives. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Méliès, énormément encore de la nouvelle vague. Ça, on a remarqué. Truffaut, Godard sont encore nos ambassadeurs, mais aussi, et notamment grâce à l'action d'Unifrance, qui vous en parlera tout à l'heure, de la nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices, souligner la féminisation aussi du cinéma, comme Denise Emzé-Erguven, la réalisatrice de Mustang, Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave, Clément Cogitor, du ciel, ni le ciel ni la terre, ou de toute une génération de producteurs et de productrices, tels que Charles Gilibert ou Carole Scotta, qui n'hésitent pas à travailler en coproduction avec les États-Unis, notamment, pour n'en citer que quelques-uns.
Alors, on dira aussi que la French Touch, c'est notre rapport très singulier avec les créateurs, avec nos créateurs. Nous avons un modèle de soutien unique à la création dans le monde, fondé sur la croyance en la vertu d'une politique publique ambitieuse, incarnée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Sans ce centre, rien ne serait possible. Pourquoi ? C'est tout à la fois parce que ça incarne notre culture, c'est un modèle de mutualisation, et c'est aussi un organisme qui permet de ne pas se soumettre aux seules lois du marché, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, où le marché dicte quand même beaucoup la création. Donc, nous sommes le premier producteur du continent européen et la deuxième cinématographie la plus récompensée dans le monde. La French Touch, c'est quoi ? C'est aussi des écoles parmi les meilleures du monde. La Fémis, les Gobelins, ils seront présents tout à l'heure sur la deuxième table ronde. Des savoir-faire, des champions internationaux, des start-up, des innovations entrepreneuriales, commerciales, technologiques, dans l'animation, le jeu vidéo, encore la réalité virtuelle et augmentée. Et ça, nous en parlerons en fin d'après-midi. C'est en train de prendre une ampleur assez importante. Donc, il faut aussi dire que la French Touch, c'est une vision du monde qui mêle réussite économique et exigence artistique. On revient là à la fameuse citation de Malraux qui dit que l'industrie, que le cinéma est une industrie, est un art et une industrie, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc l'industrie du rêve, ça fait 18 ans qu'on parle de ça, la rencontre entre l'art et la technique. La French Touch, c'est enfin l'excellence de nos talents. Et ça, il faut vraiment le souligner, qui s'exporte aux quatre coins du monde et attire les cinématographies étrangères sur notre territoire pour les tournages. Nous avons une excellence du savoir-faire français, des hommes, des femmes, des entreprises, des institutions, bref, 150 000 personnes qui fabriquent le cinéma quotidiennement, et cela constitue un atout majeur économiquement et artistiquement. Nous sommes une vigie pour le cinéma mondial que nous irriguons. En effet, 90% des films d'auteurs étrangers ont une coproduction avec la France. Donc, nous avons de nombreux talents, une kyrielle d'innovation qui creusent leur sillon de par le monde. Je vous le disais, à Hollywood, en Europe, en Asie, où ils sont devenus les ambassadeurs de nos compétences et de notre identité. Alors, je conclurai cette définition de la French Touch qui finalement sera définie aussi tout au long de la journée par l'ensemble de nos intervenants, par une citation de Pedro Almodóvar, qui était donc le président du jury du Festival de Cannes en 2017, qui a dit, je cite, « La France est le seul pays d'Europe inspiré par une véritable volonté politique d'aider le secteur cinématographique sans pour autant l'inféoder au pouvoir en place. Elle a su créer un système rationnel, solvable et original. Le résultat de cette volonté est net. L'industrie française du cinéma est la plus prospère d'Europe, la seule à ne pas être menacée par l'incertitude, à ne pas douter. Au bout du compte, tous les pays regardent la France comme une espèce de rêve improbable. Et pourtant, je voudrais applaudir l'intérêt que le système français porte aux cinéastes réputés difficiles en provenance d'autres cultures. » Voilà. Donc, quoi de mieux qu'un réalisateur tel que Almodóvar pour parler de notre French Touch. Alors, deux mots avant d'entamer avec Damien le commentaire de quelques chiffres et de démarrer la première table ronde que je vais vous présenter. C'est qu'avant d'être une journée, celle d'aujourd'hui, Cinéma la French Touch est un livre. C'est un livre qui est là, que je vous montre. Voilà. C'est un livre que nous avons conçu, écrit avec Damien Paccelleri, sous l'égide du CNC et avec des partenaires qui nous ont fait confiance. 300 pages, 50 portraits. Le livre vous est présenté en avant-première aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter à moitié prix d'ailleurs. que la sortie nationale le 2 mai, donc juste avant Cannes. Et ça présente 50 portraits originaux d'entreprises, personnes et institutions, justement, qui font notre excellence dans le monde. Voilà. Damien, je vais te passer la parole parce que comme tu as
coécrit et co-conçu. Tu peux aussi peut-être parler et présenter ensuite la journée. Voilà. Oui, je pense qu'il était aussi intéressant quand on a eu l'idée du livre, c'est qu'on se rendait compte que nous, Français, on était un peu comme, en paraphrasant la phrase de Talleyrand, c'est quand on se regarde, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. Nous, Français, on est très critiques sur notre façon d'être, sur ce qu'on fait. En même temps, on a du génie, on a de l'éclat, on est audacieux. Et sur le cinéma, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on broie du noir alors qu'on devrait être très fier de la cinématographie qu'on a, des industries techniques que nous avons et des talents. Et ça a été un peu j'allais dire la petite graine de ce livre qui est devenu après ce projet, c'est que on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez dans la dynamique de montrer ce qu'on savait faire, de montrer, d'exploiter nos compétences, notre savoir-faire. Et c'était très important pour nous de faire un ouvrage qui était dédié justement à ce savoir-faire, à ces compétences. Et je pense que c'est très important aussi de voir qu'il y a un cinéma made in France, mais made by France, parce que l'ensemble de nos talents irrigue le cinéma mondial. Les institutions françaises aussi permettent à des talents étrangers d'émerger. Donc on a vraiment une force, un souffle, une dynamique qui est exceptionnelle. Et souvent ce point-là est peut-être trop minimisé vis-à-vis d'autres pays qui ont la facilité ou le naturel de communiquer bien plus avantageusement, c'est-à-dire les États-Unis qui déroulent le tapis rouge devant eux et qui nous proposent leurs films, leurs blockbusters. Et et nous, on ne rechigne pas, on ne montre pas ce qu'on sait faire. Et c'était très important pour nous, avec cet ouvrage, mais aussi avec la journée que nous allons développer, de montrer tous les talents et tout le panorama, d'une certaine manière, de cette French Touch. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir débuter justement avec quelques chiffres. Alors, attends, juste Damien, je voudrais remercier quand même pour l'ouvrage, parce que nous avons ici nos partenaires, le CNC vraiment, qui nous a fait confiance et qui est donc éditeur, co-éditeur du livre, Orange Studio, David Kessler qui est aux États-Unis, mais je le remercie. Et voilà, Film France évidemment, Valérie Lépine, Unifrance, Isabelle Giordano, la FICAM, Didier Diaz et Jean-Baptiste Souchet, Coffee Loisirs, qui est ici et que on remercie vraiment du cœur. Emmanuel Schumberger aussi pour l'industrie du rêve et tout ce qui nous a amené en termes de soutien et d'encouragement, et on en a eu besoin. Et avant de présenter donc en effet quelques chiffres et ensuite la première table ronde, je voudrais juste conclure sur ce qui nous réunit ici, le cinéma, dont Jean-Luc Godard, et je le cite, parce que finalement, même s'il est suisse, il est un peu français, en disant « Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma, on parle de tout et on arrive à tout. » Voilà, je laisse la parole à Damien. Oui, donc on va revenir à quelques chiffres en fait, pour marquer l'année 2017 au niveau de notre industrie cinématographique. Alors ces chiffres sont issus d'Unifrance, puisqu'il y a quelques jours s'est déroulé le rendez-vous with French Cinema. Et donc on vous propose quelques chiffres qui vous permettent en fait de prendre vraiment une meilleure appréhension sur notre industrie cinématographique et notamment ce qui se passe à l'international. Donc là, vous avez des résultats des films français à l'international en 2017. Donc on est en très forte progression vis-à-vis de 2016. On a plus de 80 millions d'entrées pour 468 millions d'euros de recettes à l'étranger, plus 82% comme vous le voyez. Donc on se rend compte aussi que l'année 2017, c'est une année de reprise pour le cinéma français dans le monde. On a fait plus d'entrées à l'étranger qu'en France pour la 4e fois en 6 ans. On a 7 films français qui rassemblent plus d'1 million de spectateurs à l'étranger. 76 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs à l'étranger. Et petite nouveauté, c'est que la Chine, petite nouveauté en 2016 aussi, mais que la Chine est devenue le nouveau territoire, le nouveau premier territoire en termes de nombre de spectateurs pour les films français, devant les États-Unis et devant la Russie. Donc peut-être que notre avenir se joue aussi beaucoup en Asie. Donc ce sont des territoires à prendre en considération désormais de façon très intensive. Donc peut-être le deuxième slide. Donc voilà, là vous avez l'ensemble des succès qui ont égrené donc l'année 2017 au box-office international. Donc vous avez en première place Valériane et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson qui a fait plus de 30 millions d'entrées, 170 millions de recettes. Alors évidemment, on avait parlé que
c'était pas les résultats attendus, mais c'est quand même notre locomotive internationale cette année. Et voilà, grâce à la production EuropaCorp, on fait d'excellents chiffres en 2017. Donc, en deuxième place, Demain tout commence avec Omar Sy, 4,8 millions d'entrées, enfin 5,1 parce qu'il était sorti justement en début 2017. Et donc, recettes cumulées 33 millions d'euros. Ensuite, Overdrive, Les As de la Jungle, Elle, Paul Verhoeven, Renegade, Miss Lohan, qui est une production EuropaCorp, Red Dingue, Santa et compagnie et Radin. Donc vous pouvez voir aussi un graphique qui vous montre un peu justement l'évolution de la fréquentation. Donc on peut se rendre compte qu'en 2017, alors on remonte vis-à-vis de 2016. Voilà, donc c'est une année, comme on l'avait dit avant, une année de reprise. Troisième slide. Voilà, donc là vous avez justement une répartition des entrées des films à l'international selon les genres. Alors on se rend compte justement là-dessus que le fantastique, l'horreur et la SF sont très importants dans nos recettes internationales. Donc ça donne peut-être l'idée aussi aux producteurs de s'imaginer à produire des films qui ont, j'allais dire, tous les atouts pour réussir à l'international, puisque évidemment la France peut encore développer justement le nombre de films fantastiques, d'horreur, de SF. L'animation est une part très importante. Vous pouvez voir 18,4%. Il y a une sorte d'universalité dans l'animation qui fait que ça touche beaucoup de gens et les Français sont très bons dans l'animation, on le verra encore cet après-midi. Les comédies, bien évidemment, 19,1% et les drames, 13%. Et vous avez le top 5, donc comme je l'avais montré avant. Là, vous avez les affiches. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Donc la répartition des entrées des films français à l'international en 2017 par zone géographique. Donc on voit que la Chine est très importante avec 13 millions, un peu plus de 13 millions d'entrées en 2017, plus 816%. Plus 816%. Donc ça vous dit un petit peu ce qu'on doit faire justement sur les territoires asiatiques. Les États-Unis, donc et le Canada, 10 millions, plus 80%, donc c'est aussi une très bonne performance. La Russie, un peu plus de 6 millions, donc plus 306% de progression. Donc là, c'est énorme aussi. Donc la Russie, aussi un territoire à explorer. Le Mexique, plus 121%, et l'Allemagne, plus 43%. Donc on est vraiment en phase de progression pour cette année 2017 sur des territoires éloignés. Donc c'est une très bonne nouvelle. On peut passer au slide suivant. Voilà, alors quelques informations supplémentaires, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma français à l'international, toujours les sources Unifrance. Donc l'évolution des entrées des films en langue française à l'international depuis 5 ans en millions. Donc vous pouvez voir qu'on a eu une année exceptionnelle en 2015, ensuite une petite baisse en 2016 et on repart en 2017. Et évolution du nombre de films français en exploitation à l'international depuis 10 ans. Voilà, on voit, donc ça c'est le petit diagramme de droite, on voit qu'il y a une progression donc constante depuis quasiment 2013 jusqu'à 2017. Répartition des entrées des films français à l'international selon le budget. Donc on voit 59% qui sont pris par les plus de 20 millions, par les films qui ont un budget de plus de 20 millions d'euros. Donc là, bien évidemment, il y a Valériane notamment. Ensuite, sur l'évolution de la répartition des entrées des films français à l'international depuis 5 ans, selon la part française dans le financement. Donc on se rend compte que la part française est très importante dans les films qui ont justement du succès à l'international, avec grosso modo entre 70 et 80%, si on prend une moyenne sur l'ensemble des 5 dernières années. Donc voilà pour à peu près les premiers chiffres qui vous donnent à peu près une idée de ce qu'a été le marché de l'industrie cinématographique française à l'international ces dernières années et surtout en 2017. Oui, c'est ce qu'on va faire. Je t'en prie. Nous allons commencer la première table ronde. Donc, je propose aux différents invités de venir. Je vais vous les présenter. Nous avons donc Loïc Wong, qui est en train de se lever, directeur des affaires européennes et internationales du CNC. Aude Esbert, directrice du service des festivals de Unifrance.
Jérôme Paillard, directeur délégué du marché du film au Festival de Cannes. Oui, bien sûr. Jean-Baptiste Souchier, directeur général de Cofi Loisirs. Et Jean-Baptiste Babin. Il y a 2 Jean-Baptiste, là, il y a un duo. C'est rare. Hein. Donc, CEO de Backup Film. Ouais, d'accord. Tu peux me mettre là-bas aussi. Loïc, on va le mettre ici. Aude. On installe déjà juste la table ronde. Jérôme, Loïc, Aude. Il y a Jérôme, on va le mettre ici. Comment on fait pour les chaises? Tiens, Damien, Ouais, c'est toujours. on est en train d'installer un petit peu Jérôme, Loïc et Aude ici. On va mettre les 2 sièges là. Loïc, Aude ici. Jean-Baptiste, Babin et Jean-Baptiste oui, ça, ensemble. Ouais, c'est moi qui ai subtilisé. Alors, vous avez des bouteilles d'eau, un micro qu'on va vous passer. C'est bon? Donc, tout est bien. Non, il manque, il y a Jérôme qui est... Oui, c'est bon. Il est là. Tout est là. Les chevalets sont prêts. Donc, ce qu'on a voulu faire justement sur la première table ronde, qu'on a appelé les fondateurs et les bâtisseurs de la vitalité cinématographique du modèle français, c'est reprendre un peu ce qu'on a fait autour du livre La French Touch qu'on vous a montré auparavant. C'est qu'on a essayé d'éditorialiser justement l'ensemble des portraits, en essayant de les définir selon des éléments qui nous paraissaient cohérents, c'est-à-dire que nous avons là des personnalités, des institutions, des entreprises qui sont le ciment de notre industrie cinématographique française. Donc le CNC, Unifrance, le marché du film, la production comme Backup Film, et aussi Cofi Loisirs dans ce qui touche les services au financement. Et voilà, pour nous, c'était très important justement de montrer que la France, elle a des institutions fortes, elle a des entreprises fortes qui permettent justement de s'appuyer sur elles et de pouvoir développer une cinématographie qui va vers l'international. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anne ? Je voudrais remercier déjà tous nos intervenants d'être présents à ce rendez-vous. Et puis je pense qu'on va commencer, puisqu'on a 1h15, et qu'on va vous passer aussi des extraits de films. On va démarrer tout de suite la table ronde en posant... donc on va commencer par Loïc Wong, qui est donc directeur des affaires internationales et européennes du Centre national de l'image animée. Et je propose donc qu'on vous pose la première question, Loïc. Alors, la question, qu'est-ce qui fait que le CNC est si unique dans le monde par rapport à la French Touch? C'est la question importante. Bon, bonjour à tous, je vous remercie d'abord beaucoup de nous accueillir ce matin, de m'accueillir. Je suis Loïc Wong, je suis directeur des affaires internationales et européennes au CNC. J'ai pris ces fonctions depuis un peu plus de 3 mois aujourd'hui. Après une longue expérience à l'étranger, j'ai été en poste comme attaché audiovisuel pendant plus d'une dizaine d'années à Hong Kong, Taïwan et en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que le CNC est unique au monde ? Je crois que d'abord c'était parce que c'était la première institution de ce genre au sortir de la guerre. En 1946, le CNC est créé à un moment donné, à un moment où l'industrie française est en difficulté et où nous avons à faire face à une menace importante de développement et de croissance du cinéma américain sur le territoire. Et la particularité de cette action à ce moment-là, c'est de décider de créer une entité spécifique et de véritablement dresser le tableau de ce que peut être un écosystème dans lequel il y a une indépendance de l'industrie du cinéma, ce qui n'était évidemment pas le cas des politiques publiques en faveur du cinéma, déjà en France avant la guerre, et puis dans les autres pays où on était véritablement sur des actions publiques qui tournaient autour de studios d'État et d'implications publiques directes. Ce qui fait la spécificité incroyable du CNC aujourd'hui, c'est donc, après toute cette histoire d'avoir réussi à construire avec cet établissement un écosystème extrêmement complet, d'une certaine façon, si on peut imaginer et dresser une liste des politiques publiques potentielles qu'un pays peut mettre en œuvre pour soutenir un cinéma,
La particularité de la France, c'est que d'une certaine façon, la totalité de cette liste, nous la remplissons. Nous avons un système de taxes parafiscales particulier, un système d'optimisation et de déduction fiscale spécifique. Nous redistribuons vers la totalité du secteur. Nous taxons les entrées, les fournisseurs d'accès. Et d'une certaine façon, nos concurrents ou nos partenaires étrangers, quand ils choisissent de faire une politique publique, ils en choisissent un ou d'autres, ils choisissent les quotas, et nous avons véritablement cette spécificité, c'est que nous faisons la totalité de ce champ d'action particulier. Ce que ça veut dire donc, c'est que le budget du CNC a été conséquent et le reste depuis très longtemps, et que ça nous permet cette implication complète. Ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de coproduction internationale, notre dispositif est également très développé et permet de nous mettre au centre de la cinématographie mondiale. Parfois, j'essaie d'utiliser des métaphores footballistiques ou autres pour simplement dire qu'en termes de cinéma du monde, c'est nous les champions du monde. Nous sommes centraux dans la création internationale. La majeure partie des films qui comptent dans le monde chaque année sont coproduits ou liés à la France d'une manière ou d'une autre. J'ai préparé un certain nombre de chiffres que je peux vous donner si vous voulez. Oui, bien sûr. D'abord, c'est le fait que, et je pense que tout ça se justifie par le fait que le public français aime ce cinéma du monde et va le voir au cinéma. Sur les 700 sorties françaises qui ont lieu en France l'année dernière, en réalité, le tiers sont françaises. Pour les 700 sorties qui ont eu lieu en France l'année dernière, le tiers sont françaises, le tiers sont américaines. Et le tiers sont ni françaises ni américaines. Ce sont des sorties de films internationaux qui sont proposés au public français. Depuis plus de 70 ans, la France a signé 57 accords de coproduction cinématographique, sans compter les nouveaux accords de coproduction audiovisuelle que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et rien que sur l'année 2016, où j'ai les chiffres complets, il y a eu 124 coproductions parmi les films agréés, la totalité des films agréés par le CNC. Ce qui est évidemment très important. On regarde les 300 films à peu près que nous produisons par an. Ça veut dire que, en réalité, la majeure partie ou une grande partie de notre production nationale a un aspect international dans son fonctionnement, que ce soit sur des coproductions financières ou sur des coproductions très artistiques où nous nous mobilisons. Aujourd'hui, le CNC, sur la coproduction internationale, est mobilisé sur 3 types de dispositifs qui sont gérés par la Direction des Affaires internationales et européennes. D'abord, il y a l'aide au cinéma du monde, qui date de 2012 et qui hérite d'une autre action qui, elle, avait débuté dans les années 2000, c'est-à-dire le Fonds Sud. Cette aide au cinéma du monde, elle permet de produire un nombre très, très conséquent de films, 384 depuis sa mise en œuvre, et nous déployons pour cela près de 5 millions d'euros en partenariat avec l'Institut français pour sélectionner et encourager, financer les meilleurs films internationaux qui nous sont proposés. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif Eurimage, aussi pour lequel nous déployons CNC 4,5 millions d'euros par an. Donc un dispositif de coproduction européenne intégré au Conseil de l'Europe qui est un dispositif extrêmement vertueux et par lequel nous parvenons en réalité à réinjecter les 4,5 millions d'euros quasiment chaque année dans la production française, puisque au travers de quelques commissions par an, nous, bureau du CNC, allons défendre des projets français auprès des commissions publiques qui sont réunies et pour faire en sorte qu'évidemment cette contribution française nous profite totalement. Le troisième dispositif, c'est l'ensemble des fonds de coproduction et des fonds de développement bilatéraux que nous menons avec énormément de pays. Cette année, la Tunisie, mais aussi évidemment historiquement l'Allemagne et énormément d'autres pays. Nous déployons 3 millions d'euros par an pour cette activité. Au-delà de cet investissement public du CNC, il y a l'investissement privé des sociétés françaises, qui sont des investissements qui sont encouragés évidemment par les traités de coproduction dont je parlais auparavant. 15 millions d'euros annuels d'investissement des chaînes de télévision françaises dans les coproductions internationales. 20 millions d'euros de l'écosystème cinématographique, producteurs, exportateurs, qui eux aussi investissent l'argent privé français dans ces coproductions, et 2 millions d'euros des Sofica qui sont aussi mobilisés sur les coproductions. Le succès est important. Rien qu'au Festival de Cannes en 2017, nous avions 25 coproductions dans les différentes sélections officielles ou non officielles du festival. Et les entrées sont aussi importantes. Je vous donne juste ce dernier chiffre. Nous avons dépassé récemment
la barre des 6 millions d'entrées pour la totalité des films ACM, Aide au cinéma du monde, qui étaient distribués en France. Et ça prouve donc que le système a de l'efficacité. J'étais peut-être un peu long sur ce point. Non, pas du tout, Damien. Ouais. Je vais prendre le micro en fait, juste à côté. Et si, est-ce que le CNC est un modèle aussi pour d'autres pays? Vous qui avez été en place en tant qu'attaché audiovisuel en Asie, est-ce que comment regardent les autres pays le CNC? Évidemment, le système du CNC est un modèle, mais aucun pays n'a réussi à le mettre en œuvre de la même façon que nous. Évidemment, parce que comme nous sommes déployés sur tous les dispositifs, nous permettons d'offrir une sorte de livre de recettes à tous nos interlocuteurs quand nous présentons le système. Voilà, historiquement, depuis très longtemps, le CNC apporte cette expertise sur les politiques publiques en faveur du cinéma dans le monde entier. Nous sommes sollicités en réalité en permanence par nos partenaires pour venir leur expliquer ce système, notre système fiscal, notre système de redistribution. Et on peut évidemment constater que beaucoup de pays s'en inspirent et suivent cela. La réalité, c'est que en termes de politique publique et en termes de rayonnement international pour le cinéma, on peut, en tout cas de mon point de vue qui est très asiatique, et je m'en excuse de ce point de vue-là, on peut compter deux autres activités de rayonnement originales et qui ont du succès. Une politique de rayonnement américaine qui est évidemment extrêmement capitaliste et fondée sur la force des studios. La Corée du Sud, que je connais bien et qui, elle, a déployé un système extrêmement performant et très, très puissant, notamment sur sa sphère d'influence en Asie, qui est à la fois basé sur une politique publique très forte, qui a d'abord commencé par des quotas et un système de soutien local extrêmement fort, qui a aussi la particularité qui nous est commune de gérer leur politique publique par une sorte de cogestion avec la profession qui est très très forte. L'industrie cinématographique coréenne est organisée et représente ses intérêts auprès du gouvernement, ce qui est un point commun avec nous. La particularité qu'ils ont, particulièrement sur leur sphère d'influence en Asie, c'est qu'ils sont capables de faire des investissements privés très importants dans le développement d'industries cinématographiques de leur zone d'influence. Ils construisent énormément de cinéma, ils ont des groupes de médias soutenus par des gros conglomérats industriels qui permettent ces investissements, qui est une particularité, quelque chose de différent par rapport à nous. Dans le reste des autres pays, en général, ils choisissent un dispositif inspiré de la France et ils le mettent en place avec différents succès. Et je suis certain que mes collègues autour de la table auront peut-être des détails à apporter sur ces sujets, qu'ils seront plus familiers que moi sur cela, mais je pense aux pays scandinaves qui mettent en place des dispositifs fiscaux importants, partout en Europe de cette façon. Je pense aussi non, j'y pense plus parce que j'ai oublié. Mais voilà, oui, ces dispositifs sont très très copiés, évidemment. Quelle serait un peu notre zone d'influence à nous? C'est-à-dire les pays francophones, par exemple. Est-ce que c'est des territoires où on peut vraiment développer Est-ce qu'on a des atouts sur ces territoires-là? Je pense à l'Afrique, bien évidemment. Oui, c'est très gros, c'est le très important constat que j'ai fait en arrivant d'abord à l'Institut français il y a quelques mois, où j'ai découvert beaucoup de sujets africains qui m'étaient inconnus, et évidemment encore plus ici au CNC. Si la Corée a comme sphère d'influence l'Asie, nous avons évidemment un avantage comparatif à essayer d'agir et de développer le cinéma, l'industrie du cinéma en Afrique francophone. Et nous le faisons, et c'est avec grand plaisir lors de mes voyages en Afrique récemment que j'ai pu voir ces investissements français très importants qui, à mon avis, vont permettre le développement de la consommation de cinéma en Afrique francophone, le développement d'une industrie de production locale qui enfin pourra avoir accès à des salles et pourra s'adresser à son propre public. Tout ça en ayant l'avantage d'investissements français forts. Je pense évidemment aux investissements du groupe Bolloré, aux investissements à la fois en exploitation cinéma et en télévision, mais ils ne sont pas les seuls. Le groupe Lagardère, le groupe Orange et beaucoup de petites PME aussi qui décident de commencer des activités d'exploitation sur le marché. C'est extrêmement positif d'avoir cela. Cette jambe privée où nous avançons en Afrique francophone. Et de notre côté, nous, la volonté est déjà des actions fortes pour développer et agir avec cette jambe publique. Nous le faisons à travers un fonds pour la jeune création francophone qui a été lancé à Yaoundé au mois de décembre, au Trophée francophone du cinéma, et qui s'adresse spécifiquement à la jeune production africaine, tout support, pas seulement cinéma, mais aussi audiovisuel et
format court et format web, sur un modèle qui est très différent des formats traditionnels qui sont ceux du CNC, où, comme je vous le disais, on a été historiquement et nous le sommes encore très fortement impliqués sur des accords de coproduction, des fonds de coproduction ou de co-développement qui viennent ensuite, où, comme particularité, nous imposons souvent la présence d'un producteur français pour être éligible à ces dispositifs. Spécifiquement, le nouveau fonds pour la jeune création francophone que nous avons lancé, il n'a pas cette condition-là. Il permet de financer tous les formats dont je venais de vous parler à l'instant, et il est co-géré avec un partenaire africain. Il a aussi la particularité de n'être pas seulement franco-français, mais évidemment d'être financé et porté par tous nos partenaires francophones du Nord, le Québec, la Suisse, la Belgique. Donc oui, nous avons complètement une sphère, je ne sais pas si le mot influence est le bon à utiliser, mais une sphère d'intérêt et de voisinage qui est très très forte en Afrique francophone. Une question qu'on posera à tout le monde, donc vous pouvez déjà vous préparer. C'est comment vous caractériseriez la French Touch? C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui fait notre identité d'un point de vue cinématographique? J'y avais un petit peu réfléchi auparavant. Après toute cette expérience en Asie, véritablement, ce qui me frappe, moi, c'est ce que je vous disais à l'instant, cette implication de l'État et de la puissance publique dans le secteur. Elle était forte en 1946, elle reste existante aujourd'hui. C'est ce qui impressionne nos partenaires étrangers le plus souvent. C'est le fait qu'à la totalité des segments de notre industrie, que ce soit en diffusion, que ce soit pour les festivals, que ce soit dans la construction, dans l'ambition que la France soit un point central, y compris au travers du Festival de Cannes, évidemment, du marché du film, que cette implication publique soit permanente. Et en réalité, cette relation de confiance, il y a énormément de concertation, de discussion, et je crois que c'est ça la particularité française principale, en tout cas de mon point de vue, en tant que représentant du CNC, c'est cette forte implication publique qui nous sauve et qui nous permet de voir l'avenir avec ambition. Très bien, je vous remercie pour ce témoignage, Anne. Merci beaucoup Loïc pour ce témoignage. On pourra faire quelques questions-réponses ensuite. Nous allons passer donc à Unifrance, qui est donc représentée ici par Aude Esbert, qui est responsable du service des festivals et des masterclass dans le monde entier d'Unifrance. Ce que je vous propose, c'est qu'on projette deux extraits sur l'organisation et ensuite nous poserons nos questions à Aude. Merci. Mon père a voulu m'apprendre dès l'enfance que celui qui a peur de quelque chose donne à cette peur un pouvoir immense sur sa vie. Le classe comme un truc. Médecin de campagne, ça s'apprend pas. I'm a personal shopper. I spend my days doing bullshit.
That doesn't interest me, and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. C'est la honte, c'est pas un sentiment assez fort pour nous empêcher de commettre quoi que ce soit. Crois-moi. Lobbying is about foresight. The winner plots one step ahead of the opposition. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est France. Pourquoi dansez-vous? Parce que la danse a toujours fait partie de ma vie. You plan on going on a mission just like that? We're supposed to be more tourists, are we? What do you expect us to wear? A panda suit? Pas eu le temps de réviser le prénom. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un renne à plat à l'avant. C'est du suicide. J'ai dit que t'es en train de perdre complètement les consonnes. J'y arrive beaucoup sur rare, je pense que c'est pour ça. On a qu'à tout recompter, non? C'est plus prudent. Allez. Ça va. Oh, si mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui. Les as de la jungle! Donc là, on peut voir en effet que vous devez prendre beaucoup l'avion en fait. Pas mal. Hein Mais On beaucoup sent de que la miles. zone- on sent que la zone d'influence, là, elle est Ouais, mondiale. quand on voit 200 festivals, on se dit quand même que vous êtes un peu partout. Donc peut-être, Aude, vous pouvez expliquer ce que vous faites au sein d'Unifrance, parler en quelques mots même si des gens connaissent l'organisation, et notamment comment vous faites progresser la visibilité de la cinématographie française dans le monde. On essaye, du moins. Merci à tous de m'accueillir. Donc c'est intéressant de voir les images, ça permet d'incarner un petit peu les chiffres que vous avez déroulés tout à l'heure et de voir à quoi ressemble le cinéma français aujourd'hui dans le monde. Donc vous avez pu le voir, une extrême diversité entre des comédies, des films d'action et du cinéma d'auteur. Alors au service Unifrance donc, a été créé en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, exactement dans le contexte que tu précisais tout à l'heure, donc pour résister à l'invasion américaine qui se profilait, puisque après la guerre, le cinéma américain qui avait déserté les écrans français était de retour. Depuis Unifrance, donc a fêté ses 65 ans il n'y a pas longtemps. C'est une institution unique au monde, dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas d'institution qui est l'équivalent en termes budgétaires. Évidemment, c'est le reflet aussi de la production française. Donc Unifrance est financé à la fois par le CNC, le ministère des Affaires étrangères. Nos adhérents, qui sont au nombre de 1000, sont les exportateurs, les producteurs et les artistes. Et puis de plus en plus, la nécessité de se tourner vers des financements privés. Donc au service fait, tout ça, ça nous permet de dérouler plusieurs actions. Évidemment, une action de veille qui est effectuée par le service des études et des marchés et d'analyse des marchés partout dans le monde pour évidemment adapter nos actions en conséquence.
Il y a une aide, un soutien à l'export avec une présence sur tous les marchés les plus importants du monde, que ce soit l'AFM, Cannes, Berlin ou tous les autres. Et puis une aide aux distributeurs étrangers qui est pilotée depuis cette année d'ailleurs par Unifrance et qui peut aller de 2 000 à 40 000 euros et qui est une aide qui est destinée à aider la promotion et le plan de communication des distributeurs. Et puis enfin, au service festival, on soutient, comme vous l'avez dit, près de 200 festivals. On fait voyager plus de 300 artistes tous les ans. Évidemment, dans un contexte qui est aussi celui de contraintes budgétaires, on essaye évidemment d'optimiser les déplacements de ces artistes. Et c'est là tout l'enjeu en fait, de notre travail au service festival, d'accompagner, évidemment de travailler main dans la main avec les distributeurs, parce que sans distributeurs locaux, ça ne sert, tous les déplacements ne servent strictement à rien. Il faut vraiment faire de la presse quand on est sur place, travailler sur le networking, trouver toute une stratégie de marketing et de communication qui permettent de donner de la visibilité aux films et aux talents qui se déplacent. Et pour nuancer un petit peu tout ce qui a été dit, c'est vrai qu'on est le deuxième marché de l'export, qu'on a des chiffres mirifiques, mais ça reste un marché extrêmement réduit. C'est un combat de tous les jours. Aux États-Unis, par exemple, on a 60 films achetés par an, on se dit que c'est formidable, mais on représente à peine 2% du marché américain. On a des films qui sortent dans 2 villes, dans 3 salles. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de fourmi. Évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est le numérique. Il y a tellement d'endroits où on parle de public empêché, entre guillemets, puisqu'il y a plein de zones où il n'y a plus de salles de cinéma, où il n'y a pas de distributeurs. Donc évidemment, pour Unifrance, l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est le numérique, c'est de travailler avec les nouvelles plateformes qui émergent. C'est pour ça qu'on a créé, il y a quelques années, My French Film Festival, dont on vient de lancer la 8e édition, qui est un véritable succès et qui, encore une fois, est unique au monde, même s'il y a eu d'autres initiatives qui ont été menées depuis, notamment celle d'Arte sur le cinéma européen. Donc My French Film Fest, c'est quand même 6 millions de films vus, c'est 10 longs métrages, 10 courts métrages. On couvre 200 territoires dans le monde, on travaille avec plus de 50 plateformes numériques. Et donc ça aussi, ça fait partie vraiment des enjeux du service festival. Et justement, comment marche My French Film Festival ? C'est-à-dire pour justement quelqu'un qui habite dans un territoire étranger, comment il y accède ? Comment ça se passe ? Il y accède soit par ces plateformes habituelles, comme je te dis, on est partenaire avec 50 plateformes, soit par la plateforme My French Film Fest qui est disponible dans 200 territoires. Donc là, tous les courts-métrages sont gratuits. La plupart des films sont les prix aussi pour voir un film entre 1,50 € et 7 €, donc c'est des prix très accessibles. Et le public est amené à voter. Il y a aussi un jury, donc on a fait une conférence de presse qui a été lancée dans le monde entier, avec un jury international, Paolo Sorrentino, Briante Mendoza, Nabil Ayouch, Julia Ducournau, on en parlait, et j'en oublie un. En tout cas, on essaye évidemment de faire. On a aussi tout un partenariat avec Facebook où on fait connaître vraiment le festival via tous les réseaux sociaux, les médias partenaires dans chaque pays, les plateformes, de manière à ce que le public soit évidemment au courant de ce festival et puisse y accéder facilement. Alors justement, on parlait tout à l'heure vous parliez des artistes qui vous accompagnent. C'est important, 300 artistes qui se déplacent à travers le monde pour promouvoir le cinéma. Ce sont des comédiens, mais pas que, des réalisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur cette nouvelle génération dont vous faites vraiment beaucoup la promotion, donc ces jeunes réalisateurs et réalisatrices comme Julia Ducournau, comme Ouda Benyamina, tout ça que vous avez emmené un peu partout dans le monde, et aussi en effet des producteurs qui vous accompagnent et évidemment des comédiens. Quel est le ressenti par rapport à votre action ? Comment joue-t-il le jeu ? Voilà, d'une certaine façon. Alors, le déplacement des artistes, c'est évidemment un enjeu très important et ça fait partie de toute une réflexion qu'on mène sur le renouvellement de l'image du cinéma français, puisque quand Isabelle Giordano est arrivée à Unifrance, on a lancé une étude sur l'image du cinéma français et on s'est rendu compte, on a confirmé évidemment nos intuitions, que le cinéma français était connu dans le monde à travers des personnalités comme Alain Denon, Catherine Deneuve et des personnalités qui n'étaient pas très, très jeunes. Donc il y avait un vrai enjeu au niveau du renouvellement des
des vedettes, de la connaissance du milieu du cinéma, du jeune cinéma français. Donc c'est très important pour nous de faire voyager ces jeunes. On a eu la chance d'avoir de grands succès et Cannes joue un rôle évidemment essentiel à ce niveau-là. Il faut bien voir que quand au Service Festival on fait le top 10 des réalisateurs qui voyagent le plus dans le monde, ce sont des réalisateurs en général qui ont eu un film à Cannes, à la quinzaine, un certain regard en compétition. Donc ça, c'est important. On ne fait pas voyager tout le monde partout de la même manière. Évidemment, en Europe, on sait que ce sont les comédies qui marchent le mieux, et notamment, par exemple, en Allemagne, c'est un territoire très stratégique pour nous, pour les comédies, pour les films commerciaux. Et on peut se rendre compte, par exemple, il y a un exemple très intéressant, c'est Le Goût des merveilles, qui en France est passé plutôt inaperçu et qui a fait beaucoup plus d'entrées en Allemagne, grâce à une tournée dans une trentaine de villes, une tournée de province, avec l'équipe du film, avec les acteurs. Et c'est absolument déterminant sur certains territoires. Danny Boone, qui a joué la carte de l'international, quand il se déplace, on peut doubler, tripler la fréquentation du film. Et ça, c'est un travail qu'on mène vraiment main dans la main avec les distributeurs locaux. Sur des territoires comme les États-Unis, inutile de vous dire que c'est pas tellement la peine d'emmener Danny Boone. En revanche, le cinéma d'auteur, haut de gamme, cannois, c'est vraiment la carte à jouer, avec évidemment des campagnes Oscar qui sont très très importantes pour nous. Vous avez pu le voir encore hier, puisque Agnès Varda a été retenue dans les films pour la section documentaire, compétition documentaire. Et on a eu aussi des belles campagnes, même si on n'a pas été dans les nominations, avec Ouda Benyamina, que vous citiez, avec Divine, qui était un cas d'école, puisque c'était un des premiers films achetés mondialement par Netflix, et qui a fait une belle campagne jusqu'aux Golden Globes. Et ensuite, puisqu'il n'a pas été retenu dans les films, comme le candidat pour la France, Netflix a totalement stoppé sa campagne. Donc c'est intéressant de voir aussi quel est l'enjeu pour les films français quand ils sont achetés soit par un distributeur traditionnel, soit par un distributeur numérique. Donc tout ça, on est dans une période vraiment de changement. Donc les jeunes réalisateurs, on a un festival aux États-Unis qui est Rendez-vous with French Cinema, qui se passe au Lincoln Center en mars, qui est vraiment un festival très prescripteur sur lequel on a toute la presse américaine. Donc c'est une vitrine où on fait connaître tous ces jeunes talents. On travaille aussi sur un document qui s'appelle les 10 to Watch chaque année, où on essaye de diffuser auprès de la presse les nouveaux visages du cinéma français. Donc beaucoup d'exemples, je pourrais les dérouler à l'infini. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bien sûr. Et justement, à quel moment justement une production fait appel à vous, ou vous prenez en main une partie, voilà, des déplacements, etc. Comment ça se passe justement ? Alors ça commence assez tôt, notre travail. Dès qu'un film est terminé, en général, on le propose aux sélectionneurs des grands festivals du monde entier qu'on accueille à Unifrance pour leur montrer la production française. Donc soit ce sont les producteurs qui nous contactent, soit les vendeurs internationaux, et c'est meilleur signe, puisqu'en général, c'est quand même très important d'avoir un vendeur pour commencer à travailler sur l'international. Donc on montre les films aux sélectionneurs. Ensuite, ils sont éventuellement, dans le meilleur des cas, sélectionnés dans les grands festivals internationaux ou dans les plus petits festivals. Et ensuite, les producteurs, les vendeurs, s'ils sont adhérents à Unifrance, bien sûr, peuvent bénéficier d'une aide au voyage sur les festivals. Il y a une aide également qui est quasi automatique pour les déplacements des films qui ont un distributeur. Hein. On prend en charge 70% du billet business ou 100% du billet éco systématiquement dès qu'un distributeur nous en fait la demande. Et comment les autres pays font ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on se demande. Voilà, justement. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, Unifrance, comment regarde voilà, les autres pays, les États-Unis, d'autres pays qui ont peut-être aussi envie justement de faire la promotion. Comment eux, voilà, on sont organisés ? extrêmement enviés. C'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir, enfin Hollywood a un impact qui est évidemment incomparable à celui du cinéma français. Mais en revanche, les jeunes réalisateurs américains nous envient énormément. Puisqu'ils n'ont pas toutes ces aides à la fois à la production et évidemment au voyage. Il y a d'autres pays qui ont des systèmes assez forts. On travaille beaucoup avec la Belgique, le Canada, qui ont des systèmes assez équivalents au cinéma français. On essaye d'ailleurs d'aller ensemble. My Fun Film Festival, on a un film suisse, un film canadien, sur une opération qui s'appelle Young French Cinema, qu'on déploie aux États-Unis et au Canada anglophone pour des films non distribués de jeunes réalisateurs. On est partenaire avec Téléfilm Canada pour montrer. Voilà, on essaye d'aller ensemble sur les marchés, sur les festivals, dans les salles, pour être plus fort. Mais c'est vrai que le système français est tout à fait exceptionnel et unique, à la fois en termes d'action et de budget.
Donc, je pense que le French Film Festival est toujours en ligne. Oui, mais pas en France. Pas en France. Donc, voilà. Si vous voyagez, vous voyagez, vous avez des amis étrangers, vous pouvez leur dire d'aller voir ces films. Je pense que c'est une bonne transition. Merci beaucoup, Aude. Vous parliez des marchés. Donc, nous allons passer la parole donc à Jérôme Parière, qui est directeur du marché du film du Festival de Cannes. Donc, Damien, je te laisse poser la première question, parce que je pense qu'en effet, cette histoire aussi de promotion des vendeurs internationaux est quelque chose qu'on évoque assez peu souvent et qui mérite en effet peut-être une mise en lumière plus importante. Oui, Jérôme Parière, est-ce que vous pouvez un peu nous briefer justement sur ce que fait le marché du film dans sa globalité, brièvement, et un peu nous parler du marché du film en comparaison des autres marchés, c'est-à-dire comment il se situe? Alors d'abord, on ne peut pas dissocier le marché du film du Festival de Cannes, évidemment, et c'est certainement, en tout cas si on parle de la comparaison avec d'autres événements, ce qui a fait le succès de Cannes, je pense, c'est justement cette synergie qui a été certainement la première à être développée à ce point-là entre un festival et un marché du film. Alors un marché du film, brièvement, en tout cas un marché traditionnel qui a été la base de Cannes, c'est un salon professionnel, comme il en existe dans toutes les industries, où d'un côté des vendeurs, qui sont effectivement les agents de vente, les exportateurs, vont proposer des films à des acheteurs qui étaient essentiellement des distributeurs, et puis effectivement les modèles sont en train de changer, et ces acheteurs sont de plus en plus aussi des plateformes VOD ou d'autres types d'acheteurs. Et puis autour de cette activité de base, c'est vrai qu'on a été amené à élargir en fait tout ce qui concerne les échanges internationaux, et il ne s'agit pas que de la vente des films, mais également tout ce qui concerne les coproductions et plus largement la production, également par exemple la découverte de nouveaux lieux de tournage ou de nouvelles incitations à aller tourner ailleurs. Alors c'est vrai que par rapport à cette table ronde, nous, on n'est pas réellement dédié à la promotion ou à la vente du cinéma français. On fait très attention à ça, et en général, j'évite toujours de me retrouver dans une conférence ou une table ronde qui parlerait du cinéma français, car ça n'est pas notre rôle. Et je pense que c'est vraiment très important pour l'image de Cannes de bien montrer que Cannes assure la promotion, c'est-à-dire son objet social, dans le monde de l'art cinématographique en général. Et donc, pour dire encore quelques mots rapides sur la comparaison qu'on peut faire entre Cannes et les autres événements, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, et d'ailleurs beaucoup d'événements, on parle beaucoup de modèles, enfin, c'est l'idée de la French Touch, la France est souvent un modèle, et c'est difficile de dire qu'est-ce qui a fait vraiment qu'aujourd'hui Cannes est certainement le plus gros événement au monde, tant le festival que le marché. Alors d'abord, il y a, je le disais, cette synergie entre les deux événements. Et puis je pense qu'il y a aussi alors des choses extrêmement factuelles, comme la ville de Cannes, qui a une caractéristique très particulière, c'est qu'à la fois elle est assez grande, elle est très bien équipée en termes de logistique et d'infrastructure, mais en même temps elle est limitée. Elle est limitée par la mer, par la montagne, et donc sa croissance est limitée. Et du coup, tout le festival est vraiment contenu dans la ville. Quand vous êtes à Berlin ou à Toronto, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, quelque part, c'est immense, mais vous ne le sentez pas parce que les gens sont un petit peu partout. Donc ça, évidemment, à Cannes, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a également quelque chose qui a été très important dans l'histoire de Cannes, c'est la stabilité politique et la stabilité de la gouvernance, qu'on ne trouve pas dans d'autres festivals, si on regarde Venise ou Berlin, par exemple. Je crois que c'est ce qui a également permis la qualité de la sélection, qui est... depuis des années, enfin depuis des décennies, absolument reconnu mondialement. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi la qualité de l'accueil, l'innovation, qui a été quelque chose toujours de très important pour nous. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, également quelque chose à Cannes qui est important, c'est que, au fond, la taille est immense. En gros, tout le monde est là. C'est ce qui est, enfin, Jacques Valenti, à l'époque, le patron de la MPA, disait toujours ça. Si vous n'êtes pas à Cannes, vous n'existez pas dans le cinéma. Et donc ça, c'est un peu le gigantisme de Cannes. Et en même temps, je pense qu'on a, en tout cas, on essaye, et on a réussi
en grande partie, je crois, en même temps que ce gigantisme a arrivé à s'adresser à chaque cible. En tout cas, c'est un travail que l'on fait énormément, de façon à ce que tout le monde trouve sa place et trouve ce dont il a besoin au milieu de ce gigantisme. Et puis peut-être encore autre chose qui n'existe pas beaucoup dans les autres festivals, c'est également tout ce qu'on a développé, le village international, qui est en parallèle du marché, donc l'endroit où les gens vraiment vendent des films, aussi la présence internationale dans des pavillons, comme une espèce d'exposition universelle, où on a énormément de pays qui viennent à la fois montrer simplement mettre en avant leur image et leur volonté par rapport, et leur politique par rapport au cinéma, mais également leur commission du film, leur festival, etc. Et par exemple, on est extrêmement très honoré, je crois, et très fier d'avoir cette année, pour la première fois, un pavillon de l'Arabie Saoudite qui va venir. L'Arabie Saoudite vient juste d'ouvrir des salles de cinéma, et ils ont décidé de faire de Cannes le premier événement où ils vont montrer au monde leur politique, non seulement de diffusion, mais également de production. Alors pour revenir sur l'innovation, Jérôme, vous nous aviez dit quelque chose au moment de l'interview pour le livre sur la réalité virtuelle. Vous nous aviez donné des chiffres sur le nombre de producteurs qui souhaitaient réaliser leur prochain film en VR. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de toutes ces innovations qui sont en train de bouger les productions? Est-ce que pour vous, est-ce que vous le voyez comme un effet à moyen, court ou long terme? Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement par rapport à, je pense notamment à la réalité virtuelle avec le Next que vous avez mis en place? Comment vous restez figure de proue aussi, et je pense aux autres marchés du film ou festivals comme Berlin ou Toronto, sur ces innovations technologiques et artistiques de fait? Alors, la VR, enfin, d'abord, c'est difficile de rester figure de proue. C'est un peu la difficulté de la position de leader. C'est qu'effectivement, on est sans arrêt rattrapé, donc il faut passer à autre chose. Alors, je ne vais pas dire que la VR, on est déjà passé à autre chose. Malgré tout, la VR, on sait que c'est aujourd'hui un questionnement, voilà, un petit peu la démonstration de ce qui existe, parce que les gens se posent encore énormément de questions sur la VR. Il y a encore énormément de gens dans le monde du cinéma qui n'ont jamais vu un film en VR. Donc, on continue une espèce d'évangélisation. Pour au moins que les gens sachent de quoi il s'agit. Et l'enquête qu'on avait faite, c'était pas quand même les gens qui voulaient produire un film en VR, mais c'est en tout cas alors, j'avoue que je me souviens même plus du chiffre, peut-être vous vous souvenez, mais je crois qu'on avait 33% des gens qu'on avait interrogés qui déclaraient inscrire la VR dans leur business plan pour l'année qui venait. Alors, pas forcément pour produire un film en VR, peut-être pour l'utiliser dans le marketing ou autre part. Mais enfin, en tout cas, un tiers des participants du marché de l'année dernière avaient conscience que la VR, c'est quelque chose qu'il allait falloir explorer. Alors, la VR, on continue à en montrer beaucoup. On parle aussi beaucoup avec Thierry Frémaux pour voir si, est-ce que le festival aussi, il n'y a pas d'annonce faite, mais enfin, peut-être qu'il y aura encore un film en VR au festival. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant à la fois pour les créateurs et puis en termes de distribution, il y a une réflexion. Franchement, il n'y a pas encore vraiment de modèle de distribution pour la VR, mais enfin, en tout cas, il y a des pistes. Et puis, certainement, en termes de marketing, il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que voilà, l'innovation, elle est un petit peu partout et ça, on continue beaucoup là-dessus. Alors, autour de Cinando. Cinando, c'est une base de données qu'on a créée il y a maintenant relativement longtemps. D'une certaine manière, c'est un peu la French Shoe. C'est sans doute une des seules. Il y a relativement peu de bases de données mondiales françaises. En général, quand les bases de données sont mondiales, elles sont américaines. Donc, modestement, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est un outil qui s'est imposé aujourd'hui dans le monde du cinéma, vraiment partout dans le monde. En ce moment, Cinando couvre Sundance pour les participants de Sundance. Et les retours que j'ai, ils disent c'est formidable parce que Sundance n'a pas d'outils et on utilise Cinando quand on est à Sundance. Et autour de Cinando, on développe sans arrêt des nouveaux outils, souvent en partenariat avec des tiers. C'est une espèce de backbone base de données qui est assez ouvert et qui dispose de tas d'interfaces avec d'autres systèmes. On vient par exemple de lancer tout un outil complémentaire sur la disponibilité des sous-titres. Les festivals font beaucoup de sous-titres dans le monde et ces sous-titres sont un peu perdus parce que les festivals les gardent et on ne sait pas qu'ils existent et quand on les trouve, on ne sait pas comment les obtenir. Donc on a mis en place un outil qui permet comme ça de faciliter la circulation des sous-titres.
On est dans pas mal de projets également de recherche et développement avec des universités en Allemagne ou en Pologne sur des aspects vraiment technologiques, sur notamment les codecs, sur la très haute résolution, sur le cinéma immersif. Donc c'est des sujets où on est alors une petite brique cinéma, et puis on parle avec des chercheurs. On est un petit peu impressionné quand on est à l'université de Poznan dans un centre de supercalculateurs. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là quand on nous montre des images en 64K par 6K. Alors là, on parle de, je ne sais pas si c'est du 2K ou du 4K, mais 64K par 6K, c'est énorme. Mais c'est indispensable pour aller dans la VR, parce que le problème de la VR, c'est justement d'arriver à garder de la haute qualité sur une sphère. Donc évidemment, on est obligé de multiplier le 2K ou le 4K par beaucoup. Et puis, il y a un autre sujet, par exemple, sur lequel on est en train de développer un POC, un Proof of Concept, c'est les blockchains. On utilise les blockchains, notamment dans ce projet sur les sous-titres, mais on est en train également de développer un outil qui permettra... En France, on est toujours extrêmement favorisé. Il y a le registre public. Alors en France, n'importe qui fait un contrat de cinéma, c'est inscrit et on peut le voir. Mais ça n'existe pas dans le monde. Donc on donne la possibilité à des gens qui veulent dater clairement leur contrat de les inscrire dans une blockchain. Alors la blockchain, évidemment, on le lie aux bitcoins, mais ce n'est pas que les bitcoins. C'est quelque chose qui est sans doute très prometteur. Et voilà, donc c'est juste pour dire qu'on essaie d'aller un petit peu partout dans différents aspects d'innovation, pas uniquement quand on est à Cannes et qu'on continue à développer des nouveaux programmes pour le film de genre, par exemple. On dit que le film de genre est important, voilà, mais on essaie d'aller un petit peu partout. Et est-ce que sur le marché, il y a des tendances qui se dégagent, justement? Et est-ce que aussi les Français sont bons dans les négociations, dans les affaires? Alors, quand on parle de l'excellence française, en tout cas, et c'est vrai que Anne le disait tout à l'heure, il faut parler des vendeurs français. Je crois qu'il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Cannes, ou même un peu plus, on parlait des Anglais. Les bons vendeurs, c'était les Anglais. La place de la vente, c'était Londres. Maintenant, c'est Paris. Pour les films français, mais également pour les films étrangers. On a depuis pas mal d'années aussi un marché à Buenos Aires pour le cinéma latino-américain. Pratiquement la moitié des vendeurs de films latino-américains sont des sociétés françaises. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important à soutenir aussi. Alors les tendances, c'est toujours difficile de voir des tendances, parce que les tendances, on les voit bien d'une année sur l'autre, c'est microscopique. Alors c'est microscopique, mais en même temps, c'est effectivement des tendances lourdes qu'on voit progressivement s'affirmer. On en parlait tout à l'heure, Netflix, l'évolution de la distribution des films dans le monde. Je m'interrogeais quand je voyais les figures tout à l'heure, on disait qu'il y avait 700 films français qui étaient diffusés dans le monde. Je suppose que c'est pas en salle, je suppose que c'est par n'importe quel média. En salle? Ah bon? Plus qu'en France, donc il y a plus de films français. Ah bon, d'accord. Bon, formidable. mais en tout cas, oui, il est certain que on ne peut plus penser le cinéma uniquement par les films qui sortent en salle. Cette définition qui existait à un moment donné d'un film, c'est une œuvre qui sort dans une salle de cinéma. Je pense que c'est une définition qu'on est obligé de réviser. Très bien, merci Jérôme Paillard pour ce témoignage. On va peut-être, justement, avant de donner la parole à Jean-Baptiste Souchier, je précise, parce que nous avons deux Jean-Baptiste, vous montrer justement ce que Kofi Loisirs soutient, donc deux œuvres cinématographiques. Donc nous allons voir les bandes annonces. Et après, on en parle. J'ai fait une chute à
we got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us in outer space. I'm really sorry about Bob. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, bleed out, giving love to the world. How did his father die? The surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Don't be scared, Mom. Go see. You won't be able to move either. So get used to it. Where is she? What did you do to her? We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price when my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of that's close to justice. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. Merci. Alors Jean-Baptiste Souchet, j'ai de plus en plus l'habitude de voir Kofi Loisir dans les génériques de fin des excellents films, notamment dans de nombreux festivals. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre activité, nous faire un résumé de ce que vous faites, de vous présenter? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Très rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on est dans les génériques, mais très à la fin, parce qu'effectivement, on n'est qu'un petit maillon d'une chaîne, mais l'objectif, je pense, de cette journée et de la French Touch, c'est de montrer effectivement l'ensemble de la gamme de ce qui permet au cinéma français de rayonner et d'exister. Donc pour répondre à votre question, Kofi Loisir, c'est un établissement de crédit, hein, c'est une banque pour faire simple, même si on n'a pas le statut de banque. On est filiale d'ailleurs de deux banques, BNP Paribas et Neuflize OBC, qui est une banque privée, qui est d'ailleurs aussi assez spécialisée dans le secteur. Et on existe depuis plus de 40 ans, donc assez discrètement pour le grand public, mais effectivement, ça fait plus de 40 ans que Kofi Loisir intervient dans le financement des films, des producteurs français, et on y reviendra peut-être plus tard, et européens, d'une façon assez simple, c'est-à-dire que la chance du cinéma français, c'est de reposer sur un tissu de producteurs indépendants. Je pense qu'en volume, plus de 90% des films qui sont produits chaque année en France sont produits par des producteurs qu'on appellerait indépendants, pas des grands groupes. La plupart du temps, ces producteurs ont des moyens, des fonds propres, ce qu'on appellerait des fonds propres assez limités, et donc ils ont, pour financer leurs projets, recours à un établissement financier pour tout simplement leur prêter l'argent nécessaire à la production de ces beaux films. Je ne vais pas revenir dans la façon dont se structure le financement d'un film en France, parce que c'est assez particulier, mais ça repose justement sur tout ce qu'on vient de voir auparavant, c'est-à-dire l'accompagnement du CNC, un certain nombre de cadres réglementaires qui obligent notamment les chaînes aussi à préacheter des films, sauf que la plupart de ces partenaires financiers qui sont réunis autour du financement d'un film ne donnent pas un chèque en blanc au producteur en général, ne lui donnent pas l'argent pour fabriquer son film, et on verra bien après. Donc ils leur disent « Ok, ton film m'intéresse, je suis prêt à mettre une somme, soit pour le vendre à l'international parce que je suis un vendeur international, soit pour le distribuer en France parce que je suis un distributeur, soit parce que je suis une chaîne, mais je te donnerai cet argent le jour où ce film sera terminé. » Donc en attendant, il faut bien que quelqu'un prête l'argent au producteur pour qu'il le fabrique, et c'est notre métier depuis donc plus de 40 ans. Très rapidement, là, on a vu 2 films, mais c'était un choix, je pense, difficile à faire par Anne et Damien, dans la mesure où on en finance à peu près une centaine chaque année. Et donc, ça représente une partie de ce que l'on finance. Mais effectivement, nous n'avons pas, nous, de ligne éditoriale en tant que partenaire financier. Donc, on finance aussi bien des films d'auteur exigeants que des comédies, des films de genre. Voilà. Et on pense que du coup, à travers cette intervention, effectivement, on travaille avec l'ensemble de ce qui fait la diversité culturelle et le charme de l'industrie française du cinéma, c'est-à-dire la capacité à faire des films dans toutes ces catégories de genre et de public. Est-ce que du coup, Kofi Loisir, c'est un modèle unique au monde? Je le répondrai différemment. Non, évidemment, c'est d'une certaine façon, oui. En fait, on est 2 déjà en France. Je ne citerai pas le nom de mon concurrent, mais ceux qui le connaissent le connaissent. Mais effectivement, c'est une autre des particularités, je veux dire, de l'écosystème français. Et ça, on considère qu'on fait partie du coup de cette exception culturelle, dans le sens où
l'existence d'un établissement tel que le nôtre est effectivement quasiment une exception dans le monde. Dans les autres pays, on parlait tout à l'heure des autres pays qui envient beaucoup de choses au cinéma, au modèle français, je pense que parmi les éléments qu'ils envient, c'est l'existence d'établissements, là aussi, totalement dédiés et spécialisés. Nous, notre métier n'est que de financer pour des producteurs ou des distributeurs, des films et des téléfilms, puisque nous soutenons aussi la partie audiovisuelle. Mais voilà, la caractéristique principale, c'est qu'on est un établissement dédié, alors que dans la plupart des autres pays, il n'y a pas d'établissements tels que le nôtre. Il y a de temps en temps des banques qui s'aventurent dans ce secteur, qui y perdent des plumes, qui en repartent. Donc la continuité, là aussi, on parlait de la continuité de la gouvernance au niveau de Cannes ou de l'action publique au travers du CNC ou d'Unifrance. Une des autres continuités, c'est aussi le fait qu'on est présent depuis 40 ans et qu'on est dédié uniquement à ça. À tel point, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'Europe, qu'on finance aussi des producteurs du monde entier. On parlait tout à l'heure aussi des aides au cinéma du monde ou du fait que les cinématographies d'autres pays viennent coproduire avec la France. Mais nous finançons nous aussi Kofi Loisirs, alors au travers certes de ces coproductions, donc ça depuis le début avec la part française minoritaire que nos producteurs français mettent dans le financement de films internationaux, mais on va dire, viralement, j'allais dire, depuis plus de 20 ans maintenant, nous finançons directement des productions de films de producteurs étrangers qui viennent chercher en France, chez Kofi Loisirs, un interlocuteur qui est capable de les accompagner sur des projets. On vient de voir un des deux films que vous avez mis, peut-être par hasard. Ça illustre cela. C'est une boîte irlandaise, Element Pictures, qui produit un film d'un réalisateur grec, Yorgos Lanthimos, qui se finance notamment avec un modèle d'ailleurs qui est original, puisque c'est à la fois du financement classique et des plateformes, puisqu'il y a dans le financement de certains de ces films de temps en temps des plateformes, et qui vient chercher un établissement financier français pour assurer le financement de ce film. Et justement, c'est à quel moment que les productions viennent justement vers vous? Comment ça se déroule, le modus operandi, d'une certaine manière? Alors là aussi c'est assez long, j'essaie d'être synthétique, mais effectivement un producteur peut venir nous voir. Donc déjà nous accompagnons les différentes chaînes, les différents secteurs de cette industrie, c'est-à-dire aussi bien un producteur qu'un distributeur ou qu'un vendeur international. Donc c'est ces trois typologies principalement de sociétés qui viennent nous voir. Mais pour répondre aux producteurs, puisque c'est ce qui représente l'essentiel de notre volume d'activité, ils peuvent venir nous voir à plusieurs stades. Au stade que j'évoquais tout à l'heure de fabrication de son film, au moment où il a réuni un plan de financement pour lancer la production de son film et où on va assurer le financement de ce film jusqu'à sa livraison. Ils viennent aussi nous voir assez en amont, dans ce qu'on appelle une phase plus de recherche et développement, là aussi pour faire un parallèle avec d'autres secteurs d'activité. Comme dans tout secteur, le cinéma a une part recherche et développement en finançant, en achetant des droits d'adaptation de livres, en finançant, payant des auteurs pour développer et écrire un scénario. Et cette phase-là, pour le producteur, est la phase la plus risquée, puisque à ce moment-là, il n'est pas encore certain que ça aboutira et que ça fera un film. Et une des choses un peu étranges du secteur, c'est que normalement, cette activité-là de recherche et développement étant la plus risquée, elle se finance normalement par ce qu'on appelle des fonds propres. Et là, on peut venir voir un établissement de crédit, comme nous, pour aussi participer en crédit au financement de cette phase plus risquée. Aussi parce que, alors je ne vais pas revenir dans tout le truc, mais il y a un écosystème autour de ça qui permet d'assurer quand même qu'un certain nombre de ces films finalement se fassent. Donc le risque est relativement maîtrisé. Et puis on fait beaucoup de nos crédits avec l'aide d'un établissement parapublic qui s'appelle l'IFSIC, qui garantit une partie des risques que prend l'établissement. Et c'est ce mariage entre l'économie de marché et les mécanismes de réglementaires mis en place par l'État et ses différents organes depuis des années qui permet justement de maintenir la vitalité et le renouvellement à travers ces financements de développement, le renouvellement de la production française. Il y a des critères prépondérants justement pour, j'allais dire, bénéficier de votre soutien? Les critères sont à la fois, on va dire, financiers, puisqu'on reste une banque, donc c'est un critère d'analyse du risque, mais c'est aussi justement tout ce qui fait le charme de ce secteur, c'est des éléments beaucoup plus
immatériel. La plupart des personnes qui travaillent chez Coffee Loisirs ne sont pas là par hasard. À peu près, on est 40 personnes et je pense que de la personne qui est à l'accueil jusqu'à la direction générale, je pense que ce sont des gens qui sont rentrés dans cette banque ou dans cet établissement de crédit parce qu'ils avaient une affinité très forte avec le cinéma. La plupart des personnes qui sont en relation avec les producteurs et les talents de ce secteur sont des personnes qui sont là depuis 15, 20, 25 ans. Donc, qui ont développé à travers cette historique une vraie expertise sur le marché. Et donc, c'est à la fois cette expertise personnelle qui permet de sélectionner les projets. Nous, on n'a pas de sélection éditoriale, encore une fois, on est une banque, donc on va financer à peu près tout ce qui existe dans le secteur. Notre critère de choix sera un critère de risque par rapport à la capacité du producteur ou de la productrice à mettre en production son film. Après, quand on est au moment de la fabrication effective, là, ça devient plus complexe, parce qu'une des réalités des évolutions dont les uns et les autres ont un peu parlé, c'est que les plans de financement des films deviennent de plus en plus complexes à structurer. Il y a quand même une raréfaction des financements traditionnels et des mutations technologiques qui font que le secteur se cherche et est un peu plus difficile, en tout cas pour un producteur aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a un peu plus de 20 ans quand j'ai commencé à travailler, que de réunir le plan de financement. Donc un des éléments qu'on analyse, c'est aussi qui sont les contreparties de nos propres clients producteurs, qui sont les partenaires qui vont financer le film et quel est le risque que l'on a à escompter ou à attendre leur paiement lorsque notre producteur livrera le film. Et comment vous réagissez justement vis-à-vis de certaines plateformes qui vont financer complètement un film de A à Z? Comment vous justement vous voyez dans votre avenir face à ce type de plateformes qui peuvent être C'est des vrais sujets d'interrogation pour le secteur, mais donc évidemment pour nous. Une des particularités de ces financements, alors tous les modèles ne se ressemblent pas, mais pour parler par exemple de Netflix, c'est que certes, ils financent l'intégralité du budget d'un film, mais de la même façon que les acteurs traditionnels dont je vous parlais tout à l'heure, ils ne mettent pas un copec ou quasiment au début de la fabrication du film. Donc le producteur sera encore obligé de faire appel à un établissement de crédit qui acceptera de prendre le risque de fabriquer un film qui sera ensuite livré à Netflix et qui le paiera lui-même sur une période de 4 ans étalée dans le temps. Donc les termes de paiement de Netflix sont assez complexes et assez lourds. Non, évidemment, ça pose des questions dans la mesure où ce sont des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, Netflix n'a pas un équilibre économique assuré et doit à peu près rechercher 2 ou 3 milliards d'euros par an sur les marchés pour pouvoir assurer les volumes d'acquisition gigantesques qu'ils font. Donc ça pose des questions sur la nature du risque que le producteur et nous, à ses côtés, prenons quand on escompte ce type de créances. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Ça permet de faire une transition vers un autre Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste Babin de Backup, et parler du goût du risque. Le goût du risque est donc financé, on va dire, par Jean-Baptiste. L'amour du risque. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on diffuse 3 bandes annonces qui donc ont été produites par Jean-Baptiste Babin et Backup Media. Et ensuite, on posera des questions sur son activité. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. For inwardly they are ravening wolves. Jesus is the shepherd who protects you, and I am his dog. But some of you have strayed, haven't you? I'm here to punish you. Mama, Hazel. Reverend says he's here to take you back where he came from. I've seen your mother. Why do you let him do this? You like her. I know you're there. And I know you can hear me. You may have not thought, but there is nothing
的目光真的很特别，他看你那眼神，就像男人看女人。娘娘。你就是要见老君吗？Il s'agit de l'impératrice, ou plutôt du portrait que je l'ai. C'est entièrement tournant. 娘娘，您知道吗？那些做的传教士是不能接近女人的。明天我一定会让他看到一个最好的我。Peut-être que votre esprit a un instant désiré l'impératrice. Je ne sais plus. Je crains le mec perdu. Oh, 他的画面尽快完成画像。是的，尽快完成。To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Allen. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy, he's gonna break up or no? I have Alzheimer's disease, early onset. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope, Millennium, Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything. Why can't I? Because it's not fair. You don't have to be fair. I'm your mother. I hate this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last period on myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Ça me fait plaisir que vous voyez notre penchant pour les comédies légères. Et l'un de ces films est soutenu par Kofi Loisir Brimstone, si je me trompe pas. Deux sur trois. Ah, 2 sur 3, Je venais de me faire enguirlander en disant il y en a un que tu as fait sans nous. Donc justement, Jean-Baptiste Babin, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de Backup Film et de ce que vous faites ? Oui, merci beaucoup. Et, ça me fait très plaisir de pouvoir passer ces 3 bandes annonces au cours d'une présentation qui s'intitule La French Touch, parce que ça, c'est pas évident, j'ai l'impression, au simple visionnage. Et je suis ravi, je pensais être l'oiseau de un peu de mauvais augure, et je suis très content que Jean-Baptiste, mon homonyme, ait commencé en mentionnant quand même, j'allais dire, une raréfaction de la denrée financière. C'est sur ce constat-là qu'on a lancé Backup il y a 15 ans. On s'est dit, voilà, il n'y a plus de raisons pour lesquelles, enfin, on sent que les producteurs vont plus être capables de financer leurs films en passant 4 coups de téléphone. C'était quelque chose d'assez novateur il y a une quinzaine d'années, à la grande époque de Canal+. Et nous, on leur a dit, voilà, ce qu'on peut faire pour vous, c'est aller chercher de l'argent en dehors de vos frontières. Et donc, en fait, le premier métier de Backup, quand on l'a fondé, c'était un métier de broker de financement. On représentait des producteurs pour aller chercher et lever des sous, et en prenant des commissions sur l'argent qu'on ramenait et qu'ils acceptaient.
Ça, c'est notre premier métier. Ensuite, au bout de 6-7 ans, et on a commencé avec plus de la moitié de nos films étrangers, puisqu'on s'est dit, ce métier-là, on peut le faire pour tout le monde. On est français, on a des bureaux en France, mais on est à même de comprendre. Et puis en plus, beaucoup des producteurs étrangers étaient déjà face à ce constat de raréfaction de la denrée financière, bien avant les Français, qui sont toujours très gâtés. Et donc, on a commencé avec plus de la moitié de nos films étrangers, avec des projets au départ impossibles, et puis qui petit à petit devenaient un peu plus commerciaux. Au bout de 6-7 ans, on a fait évoluer ce business model, dans le cadre de notre métier, on approchait pas mal de fonds d'investissement qui investissaient dans des films, avec différents modes d'investissement, différentes conditions, différentes approches. Et donc on s'est dit, on voit ce qu'ils font, on est quand même un peu capable de le faire aussi. Et donc on a fait évoluer notre business model en adjoignant à notre cœur de métier historique une facette de gestion d'actifs pour le compte de tiers. Donc en fait, pour parler très simplement, on va avoir des riches qui ont des problèmes de riches avec des jolis prospectus, et puis on lève de l'argent et on investit dans des films en espérant, au bout de la chaîne, au bout de quelques années, pouvoir faire remonter cet argent-là vers les investisseurs initiaux. Et puis ça nous a beaucoup plu, et on est passé à un rythme de croisière. On faisait 50 à 60 films par an, et ça c'était trop. Et donc voilà, on s'est, j'allais dire, progressivement désengagé de certains de nos fonds qui nous prenaient trop de temps pour consacrer, j'allais dire, notre temps à moins de films, mais les faire de manière plus investie, c'est-à-dire prendre une part dans le film plus importante que ce qu'on faisait auparavant, qui en gros ramenait 20-25% du montant du budget. Donc là, on s'est dit, on peut augmenter ça et même des fois financer jusqu'à 100% du budget d'un film. Et donc là, c'est un métier qui, du coup, et c'est la dernière mutation du business model de Backup, nous a passé en gestion en mode propriétaire, puisque on dépense nos sous, on a sorti des investisseurs avec du succès, et du coup, on a pu aujourd'hui lancer nos premiers films financés grâce à Coffee Loisirs, bien entendu. Et effectivement, Still Alice était un des tout premiers qu'on a fait comme ça après Cold in July, ce qui nous a permis de nous lancer et de continuer sur ce business-là. Donc aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de faire une quinzaine de films par an, des films ambitieux et dont le centre de gravité dépasse leur territoire domestique. J'allais dire, c'est le seul dénominateur commun dans notre line-up, c'est effectivement d'avoir des films dont le potentiel fondamental est en dehors de leur territoire domestique, le potentiel commercial, mais aussi le rayonnement culturel. Voilà. Et c'est ça notre métier, en plus de continuer de financer les ventes et la distribution de films ambitieux. Voilà. Anne, tu veux peut-être Oui, vous avez reçu, Jean-Baptiste, tu as reçu vous avez reçu finalement de façon commune un Oscar pour Still Alice. Oui. Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est ce qui aussi a permis que des réalisateurs très connus comme De Palma ou Harry Folman viennent vers vous pour du financement? Quel est l'impact en fait? Alors, je ne voudrais pas me targuer des plumes du pan, mais c'est Julianne Moore qui a reçu l'Oscar, donc je pense que parmi tous les Oscars disponibles, celui qui a attribué à la meilleure actrice, et qui plus est à Julianne Moore, est celui que je peux peut-être le moins légitimement revendiquer personnellement, surtout qu'elle l'avait raté 5 fois avant, donc c'était quand même, j'allais dire à un moment, notre pari, c'était elle va finir par l'avoir, et c'est une des raisons pour lesquelles on a investi sur ce film, et des fois on a un peu de chance, et dans ce métier il en faut. Je crois que c'est cette attitude, le fait de ne pas revendiquer des succès ou en tout cas des mérites qui ne nous reviennent pas directement, qui fait qu'avant même le succès de Still Alice et l'Oscar de Still Alice, on travaillait avec Alex de la Iglesia, François Ozon, des réalisateurs qui étaient déjà très établis. Nous on se voit comme un producteur particulier, à dominante essentiellement financière. On est là on ne développe pas, c'est une de nos caractéristiques. Ça serait illusoire de dire qu'on produit 15 films par an comme producteur principal. Lorsqu'on le finance à 100%, effectivement,
il faut assumer cette casquette de producteur. Elle nous revient de plein droit. Pour autant, notre business model repose sur le fait qu'on ne fait pas tous les films à 100% et que voilà, les talents, nos talents, en premier lieu, c'est les producteurs développeurs, les producteurs créatifs qui viennent nous voir à un moment parce qu'ils pensent qu'ils ont un package satisfaisant qui peut permettre la mise en production du film. Et c'est à ce stade-là, nous, qu'on intervient pour justement, j'allais dire, catalyser l'argent, mais l'argent ne peut pas tout acheter en général. Dans le cinéma, je crois que c'est encore plus vrai. Donc c'est mettre l'argent, mais aussi catalyser l'énergie, réunir l'énergie de ceux qui sont nécessaires à la fabrication du film, mais aussi de ceux qui vont être amenés à le porter vers le public, vendeurs internationaux, distributeurs, puisqu'à un moment, il faut bien justement que tout le monde arrive dans un même timing, dans une fenêtre de temps déterminée pour justement faire en sorte que le film rencontre le marché de la manière la plus violente possible. Voilà. Alors quelque chose d'assez singulier aussi, c'est que vous développez du software. C'est un movie chainer. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Alors, oui, avec plaisir. C'est un truc de geek. Je vous ai parlé de la deuxième révolution industrielle de notre business model, c'était de gérer des fonds pour le compte de tiers. Ce métier nous a grandement intéressés. Au fur et à mesure qu'on a eu un catalogue qui faisait 500 titres, j'étais toujours avec mon tableau Excel, avec 500 onglets, en train d'essayer de suivre où étaient les droits de nos films à travers le monde, média par média. Et c'est un exercice assez fastidieux. Voilà, on ne trouvait pas d'outils qui nous permettent de gérer des films, donc média par média, à travers le monde entier, de suivre l'ensemble des partenaires et des interlocuteurs qui en gèrent les droits et les disponibilités. Et donc on a été aidé par le CNC, le RIAM, qui nous a permis justement j'allais dire avec grande inconscience, de se lancer nous-mêmes dans le développement d'une app qui s'appelle Movie Chainer, effectivement, et qu'on commence à commercialiser, puisqu'après 4 ans de développement, la commercialisation de cette app à des tiers devenait une nécessité. Et donc on a commencé à le commercialiser auprès de sociétés cinématographiques qui soient producteurs, distributeurs, vendeurs internationaux et audiovisuels. Voilà, avec, j'allais dire, aujourd'hui, on équipe en démol, on équipe le groupe MK2, le groupe Backup, bien entendu. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir un outil qui est dédié aux professionnels de notre industrie et qui peut, j'allais dire, professionnaliser l'ensemble de cette démarche-là qui peut s'avérer fastidieuse. Donc finalement, on vous a pas posé tout. On a posé la question à Loïc, mais finalement pas à vous tous. Donc on va reprendre votre définition à vous propre de la French Touch. En quelques mots. En quelques mots. Et puis comment aussi cette French Touch la défendre face à tout ce que vous dites, cette espèce de révolution en cours, qui est déjà en cours et déjà plus qu'avancée avec l'arrivée de Netflix, Amazon, etc. Comment on continue à exister, voilà. Nous, on vend depuis les 3 dernières années un film sur 2 à peu près à une plateforme mondiale. Donc c'est une réalité. S'il faut répondre à ce que c'est que la French Touch à la lumière de cette donnée, je dirais 2 choses. Fondamentalement, c'est une sensibilité à un rapport à la culture particulier. On a tout ça, le fait d'être scolarisé en France, qu'on soit français ou pas d'ailleurs, ça donne vraiment une sensibilité, un rapport à la culture et une certaine inconscience aussi dans la continuation du siècle des Lumières, un peu universaliste, où on pense qu'on a quelque chose à raconter à tout le monde dans le monde et que c'est quelque chose de valable. Ça, je pense que cette inconscience-là, elle est fondamentale chez tous les partenaires dans notre activité. Et cette sensibilité-là, je pense qu'elle est aussi fondamentale pour savoir parler à des talents. Pour moi, la French Touch aujourd'hui, d'un point de vue plus pragmatique, c'est savoir pertinemment qu'on peut s'appuyer. Je suis très content d'être le faire-valoir de ce panel parce qu'effectivement, on peut se reposer sur
un CNC, le plus grand marché, le plus grand festival du monde, un organe de promotion de nos films dédié qui fait effectivement pâlir de jalousie tous nos concurrents étrangers, et des établissements bancaires qui se sont couplés avec les pouvoirs publics pour nous accompagner là-dessus. Ça, je trouve que c'est vraiment une chance incroyable, mais c'est aussi l'audace de pouvoir sortir de ce système-là, soit parce qu'on a envie de ramener quelque chose de nouveau dans ce système, et force est de constater qu'on est souvent bien accueillis, vraiment en tout cas accueillis avec intérêt à chaque fois qu'on a une nouvelle idée comme ça, soit parce qu'on trouve que ce système-là, pour des raisons à un moment donné, n'est pas pertinent pour le film qu'on a en tête, et dans ce cas-là, d'être capable de sortir de nos frontières sans complexe, parce qu'on arrive avec une expérience importante, avec des films qui parlent d'eux-mêmes, avec une crédibilité qui reste importante. Vous parliez tout à l'heure du film d'Agnès Varda, du documentaire d'Agnès Varda, qui est nominé aux Oscars. Moi, je vais vous dire très franchement, je suis tout aussi fier, si ce n'est plus, de parler de Call Me By Your Name, qui est 4 nominations aux Oscars, qui est un film 100% américain, et pourtant 100% produit en France par nos amis et confrères de chez Memento. Voilà, c'est ça aussi la French Touch, c'est un moment d'être là où on ne nous attend pas forcément. Ouais, c'est une belle conclusion, ça. Bah, écoutez, on vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous avez dit beaucoup de choses. On est un peu pressé par le temps. Peut-être une question. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, j'ai une question très, très pratique à Jean-Baptiste Babin. J'ai juste pas compris le business model. Vous levez des fonds pour financer, donc pour produire des films, et vous payez comme sur une commission sur les fonds que vous levez auprès des investisseurs ? Excusez-moi, c'est très, très technique, mais comme c'est tout à fait intéressant. Vous avez raison. Notre premier cœur de métier, notre premier métier, c'est effectivement d'aller chercher de l'argent et de prendre des commissions sur l'argent qu'on ramène. Aujourd'hui, il se trouve qu'en plus de ça, ou au lieu de ça, on est à même de financer nous-mêmes sur nos fonds des films. Donc on fait l'un et ou l'autre. À un moment, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas avoir trop de casquettes non plus sur un film. Mais en tout cas, si vous venez nous voir et que vous avez un projet, la chose à laquelle on peut s'engager tout de suite, c'est de le lire, de vous dire ce qu'on en pense et de vous dire exactement comment on voit notre position sur ce film-là. Merci. Très bien, merci. Merci on peut beaucoup les applaudir de votre présence. Et donc nous allons entamer la deuxième table ronde. Donc je vais appeler Valérie Lépine-Carnic, qui est déléguée générale de Film France, à nous rejoindre. Anne Sebel, je ne sais pas si elle est arrivée, je ne vois pas grand-chose. Avec les Lumières, qui est chef décoratrice. Sophie Dulac, qui est ici. Nathalie Cosserdan et Moïra Marguin. Bonjour Sophie. Oui, ça va.